Merci beaucoup, Pierre-Olivier. C'est toujours un plaisir d'être en fait chez nous. Ça fait quoi, 2 fois, je pense, ou même 3 fois que je participe à vos rencontres, en fait, comme conférencier. Donc, pour moi, c'est toujours un immense plaisir de revenir dans ma région, puis de parler d'une production qui est quand même fascinante, puis une industrie qui est très intéressante au niveau international. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est quelque chose de stimulant lorsqu'on travaille sur ce dossier-là. Donc, bien sûr, je veux remercier le comité organisateur de m'avoir donné l'opportunité, en fait, de venir présenter ce qui se passe de façon globale, bien sûr, parce qu'en 40 minutes, on ne peut pas parler beaucoup en détail, finalement, de ce qui se passe. Il y a certaines acétates qu'on pourrait passer, finalement, pratiquement 2 heures sur une acétate. Il y a tellement d'informations à véhiculer dans certaines places. C'est sûr que peut-être il y a des choses que je vais passer vite, mais vous êtes bien sûr, je vais être ici toute la journée, donc ça me fera un plaisir de répondre à vos questions. Je suis encore parlable. Je reste un petit gars de la place, puis je suis très parlable, donc n'hésitez pas à m'approcher. OK. Est-ce que ça va mieux comme ça? OK. Je voudrais remercier aussi mon co-auteur. J'ai le plaisir de travailler en collaboration avec mon fils depuis 2-3 ans, Marc-Olivier, qui a une formation de base en actuariat, à statistique, et qui fait présentement une maîtrise en économique. Donc, à l'âge que je suis rendu, je suis tanné de faire des maths puis des stats. Donc, je me tourne vers mon fils, puis je lui dis, bon, voilà, tu as ça à faire, puis tu me donnes le résultat. Donc, ça me permet de libérer, en fin de compte, ce type de travail-là, puis de me concentrer sur l'analyse. Donc, je tiens à le remercier, puis à montrer sa contribution. Quand on parle de la production et consommation mondiale du bleuet, en fait, et j'utilise les mêmes concepts dans mes cours lorsque j'enseigne l'organisation industrielle. En fait, il y a des forces économiques qu'il faut analyser, qu'il faut regarder, qu'il faut connaître, qu'il faut suivre. Et à la fin, je vais vous parler de prospective. Et lorsqu'on connaît bien ces forces-là et qu'on suit bien ces trucs-là, on est capable de voir un peu vers quoi on s'en va. Donc, les principales forces économiques qui façonnent toute l'industrie, bien sûr, il y a la fameuse offre et demande. Je dis toujours à mes étudiants, si vous connaissez bien le simple graphique qu'on montre en micro 101 de l'offre et de la demande, et vous comprenez bien le mouvement de l'offre et de la demande, vous êtes capable de faire votre carrière comme spécialiste d'analyse de marché sans aucun problème. Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui de l'offre et de la demande. Bien sûr, il faut regarder aussi les structures de marché. Comment est-ce que le marché est structuré? Est-ce que dans une filière, on a une présence de... Est-ce qu'on est en concurrence parfaite? Ou encore, est-ce qu'il y a des présences de monopole, de monopsone? Est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent à quelque part? Donc, bien sûr, ça a une influence sur la façon dont, finalement, le marché fonctionne. Et de plus en plus, en fin de compte, les changements structuraux. Donc, on a entendu parler de l'accord Canada-Union européenne, Corée, Canada, la crise financière aux États-Unis qui a eu un impact énorme. On va même voir un peu tout à l'heure qu'on peut voir qu'il y a des impacts à certains endroits, même au niveau du secteur du bleuet. Et bien sûr, les nouvelles technologies. On va en parler à la fin. Donc, pour débuter, j'ai fait une étude il y a quelques années, 3 ou 4 ans, avec la firme Forêt-Lavoie, avec qui je collabore de temps en temps, entre autres sur le feuillet d'information, sur les facteurs déterminants du prix du bleuet. Je ne passerai pas au travers de ce modèle-là, ça a déjà été présenté, mais je voulais simplement vous rappeler qu'on voulait, en fin de compte, regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du prix, quels sont les facteurs qui fixent le prix du bleuet, ou au moins qui les influencent. Et un des facteurs importants, bien sûr, c'est sûr qu'il y a un effet de cause à effet dans cette... il y a une cascade, en fait. Donc, bien sûr, les inventaires de bleuets, donc tout bleuet aux États-Unis avait un impact énorme sur, entre autres, le prix du bleuet de Corymbe. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le bleuet en Corymbe, bien sûr, influence le prix du bleuet. Entre autres, on a pris le Maine comme étant l'État représentatif des États-Unis. Donc, on avait une influence là. Et par ricochet, finalement, il y avait une influence au niveau du prix du Québec. Donc, l'influence, finalement, des inventaires au niveau États-Unis est importante. Et bien sûr, encore une fois, les interactions entre les différents marchés. Bien sûr, on a vu qu'il y avait aussi l'impact au niveau des gels tardifs. Bien sûr, les prix d'exportation ont un impact sur les prix que les producteurs reçoivent, bien sûr. Donc, si on commence par regarder au niveau de la production, donc c'est certain que certains vont me dire, bon, on va encore parler du Chili. Oui, je vais vous parler du Chili, parce que le Chili, il est là, puis il est là pour rester. Si on regarde la production, donc de 1990 à 2012, c'est les dernières années qu'on a, là, données qu'on a de la FAO, en fait, de l'ensemble des pays, on voit que les États-Unis, en fin de compte, ont vu la production augmenter de 6% par année. Donc, c'est quand même assez important. C'est une croissance globale, donc au niveau des États-Unis, de l'ensemble des bleuets de Corymbe et bleuets sauvages. Le Canada est environ à peu près au même niveau en termes de pourcentage, donc environ 5,6% de croissance annuelle. Et le reste du monde est à 4,4% d'augmentation. Donc,
les autres pays, en fin de compte, historiquement, bien sûr, c'est le Canada et les États-Unis, les principaux producteurs, mais historiquement, on a eu quand même une croissance au niveau des autres pays. On voit apparaître ici le Chili. Donc, en 2005, le Chili produisait environ 5 000 tonnes de bleuets. Donc, et on va voir tout à l'heure qu'on est aux alentours de 100 000 tonnes présentement. En 90, il y avait 10 pays producteurs. Donc, c'était finalement 10 concurrents sur le marché international. En 2008, on a 20 producteurs. Donc, on a doublé le nombre de pays concurrents sur la scène internationale. En 2012, on est rendu à 24 producteurs. 2015, peut-être 25, 26, possiblement. Je vous parlais du Chili tout à l'heure. Donc, 2014, une production de 104 000 tonnes métriques de bleuets. Comparativement à il y a 2005. 2005, c'est hier. On produisait 5 000 tonnes environ. Aux États-Unis, 214 000 tonnes de bleuets. Et encore une fois, c'est tout bleuet. Et en 2013, on a une estimation d'environ 240 000 tonnes métriques de bleuets. Donc, la croissance, elle est là, la croissance de production. Si on regarde juste le bleuet en Corinthe, pour vous donner une idée, 2008, 275 000 tonnes métriques. 2012, 450 000 tonnes métriques. 2015, pratiquement 600 000 tonnes métriques de production, l'estimation qui est faite. Donc, on vient de doubler, en fin de compte, le volume de bleuets disponible sur le marché international, bleuets en Corinthe, bien sûr. Donc, la donne a changé. On va le voir tout à l'heure, il y a eu un changement structurel en 2007. Depuis 2007-2008, le marché a changé. Il n'est plus du tout le même. Donc, quand on parle, bien sûr, de production, on est bien conscient que la population canadienne n'absorbera pas toute la consommation, la production, c'est-à-dire canadienne. Et les États-Unis doivent aussi exporter, tous les pays doivent exporter. Si on regarde au niveau des exportations de bleuets, encore une fois, l'ensemble des bleuets, et là, en incluant le Chili, on voit que les États-Unis ont augmenté leur exportation et aussi le Canada. Donc, ça, ce que vous avez ici en bleu et en genre de brun-jaune, vous avez en fin de compte l'évolution des volumes d'exportation des États-Unis. Et vous voyez ici le Chili qui est apparu en 2005-2006, qui n'était pas du tout là et qui est devenu aujourd'hui le principal exportateur sur la scène internationale. Le Chili exporte à peu près 85 % de sa production. Donc, et le Canada, les États-Unis, encore une fois, je parle du bleuet dans son ensemble, donc bleuet sauvage et bleuet en Corinthe. On exporte à environ 30 bon an, mal an, 25-30 % de la production globale canadienne qui est exportée. Et le Chili, c'est 85 environ, et même un peu plus. Donc, le Chili est fortement orienté marché international. Bien sûr, nous, comme producteurs de bleuets sauvages, on exporte ces marchés internationaux. Et on a vu tout à l'heure, dans le modèle qu'on avait estimé, que le bleu en Corinthe est influencé, bien sûr, par les inventaires, mais il y a un effet cascade qui vient, en fin de compte, aussi nous affecter. Donc, une croissance de pratiquement 10 % des exportations. On se souvient que les États-Unis étaient aux alentours, je ne me souviens plus de cette étape précédente, peut-être 5 ou 6 % de croissance de la production, mais on augmente les exportations de 9 %. Ça veut dire qu'on produit, oui, plus, mais on exporte de plus en plus, en fin de compte, nos bleuets. Et ça, c'est général dans à peu près tous les secteurs. La transformation est en croissance. Les produits transformés dans le monde sont de plus en plus présents et on exporte de plus en plus, en fin de compte, nos produits transformés. Le Canada est aux alentours de 5 % en termes de croissance. Le reste du monde, en termes d'exportation, 12 %. On était à 4 % d'augmentation de la production, mais notre part de marché international augmente de presque 13 %. Donc, ça veut dire que ces pays-là, ils ne visent pas leur marché. Ils n'ont pas le marché qu'il faut. Ils visent le marché international. En 2011, le Chili avait 94 000 tonnes d'exportation. 2014, 100 000 tonnes. On avait une production de 104 000 tonnes. On en exporte 100 000 tonnes environ. Donc, pour vous donner une idée comment est-ce que les exportations, comment la dynamique sur le marché d'exportation a changé, en 14 ans, de 90 à 2004, en 14 ans, on a augmenté les exportations d'environ 75 %. On est passé d'un niveau 1 à 1,5. Donc, 75 % d'augmentation en termes de volume. Dans les 7 années entre 2004 et 2011, on a multiplié ce volume d'exportation-là par 9. Donc, vous pouvez voir finalement toute la dynamique qui a changé sur le marché international. Et ça, c'est en 2011. On serait probablement aux alentours de 10, 11 ou 12 présentement si on regarde en 2014-2015. Donc, pour vous parler de ce qui se passe très brièvement dans ces pays-là. Le Chili a augmenté sa production de 20 % par année au cours des dernières années. 20 % par année de croissance au niveau de sa production.
en 2005, je le mentionnais tout à l'heure, a produit 5 000 tonnes métriques. Mais seulement 5, c'est important. On produisait 5 000 tonnes métriques, mais on exportait seulement que 500 tonnes métriques. Donc, à peu près 10 de notre production était exportée. C'est-à-dire, il était vendu sur le bleuet congelé, pardon. Donc, on congelait seulement que 500 tonnes métriques de bleuet sur mes 5 000 tonnes. Aujourd'hui, en 2014, on produit 104 000 tonnes. Et en 2013, le Chili a congelé 30 de sa production. Pourquoi? Parce qu'il y a une saturation à quelque part. Il y a de la compétition aussi qui s'est installée dans le bleuet en Caraïbes, parce que le bleuet en Caraïbes est principalement vendu sur le marché frais, mais il y a d'autres pays, finalement, qui sont en train de s'installer sur ce marché-là. Et le Chili se trouve un peu coincé et commence, finalement, de plus en plus à venir livrer, en fin de compte, son bleuet sur le marché congelé. Marché congelé qui, on le comprend, est parallèle au marché du congelé du bleuet sauvage. C'est les marchés internationaux. En Argentine, un nouveau pays qui vient d'apparaître, les volumes exportés sont prévus en croissance. L'Argentine veut se positionner pour rejoindre des grands producteurs dans un environnement, en fin de compte, de croissance des coûts, parce qu'au Chili, les coûts de la main-d'œuvre sont croissants. Ça a une importance sur la cueillette du bleuet en Caraïbes qu'on veut vendre frais, parce qu'il est cueilli souvent à la main. Donc, ça a un impact. Donc, on va possiblement se tourner vers la mécanisation, donc possiblement plus de bleuet qui va aller au niveau de la congélation. Et bien sûr, on parle d'une baisse de prix possible. Donc, les gens planifient une baisse de prix possible. On va voir comment évoluer les prix dans le bleuet du Caraïbe dans les dernières années. On dit que l'Argentine ne pourra plus concurrencer le Pérou et possiblement le Chili, comme je le mentionnais, sur le marché frais. Pourquoi? À cause du prix de la main-d'œuvre. Le Pérou, le prix de la main-d'œuvre est très, très, très bas. Donc, on arrive avec un bleuet de très bonne qualité à moindre coût. Donc, probablement qu'on va se tourner vers le bleuet congelé parce que la mécanisation, finalement, est possible, puis ça baisse les coûts, etc. Mais par contre, ça nous oblige possiblement à regarder plus du côté du bleuet congelé. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est des nouvelles, en fin de compte, que j'ai glanées sur Internet dans différentes sources, comme Fruit Fresh Plaza et compagnie. Ce sont finalement des sources d'informations qui, finalement, chaque jour, il y a de l'information qui sort sur les marchés internationaux. Donc, il faut retrouver, finalement, les informations sur le bleuet parmi une multitude d'autres productions fruitières ou autres. L'Uruguay, un autre pays, qui augmente sa production en 2014, donc qui a augmenté sa production de 40 % en 2014 par rapport à 2013. En un an, on a augmenté notre production de 40 %. Vous allez me dire, oui, c'est un petit pays. Oui, d'accord, mais ça en fait plusieurs petits pays qui augmentent leur production de 20, 30, 40 %. La plupart de cette production-là est exportée. Au Mexique, la région de Jalisco veut se positionner comme producteur important de bleuet. Donc, encore une fois, une nouvelle de Fresh Plaza. 2000 hectares en production et je crois que c'est en 2013-2014, et on dit de cette région-là qu'il possède les meilleures conditions, en fait, agronomiques et climatiques pour produire le bleuet de Caraïbes. On planifie planter 2000 hectares additionnels à Jalisco. Donc, en 2014, 30 000 hectares étaient cultivés. En 2015, on prévoit une croissance de 30 %, donc on rajoute 1000 hectares. Et on dit que c'est principalement, c'est-à-dire du bleuet et aussi un peu de framboise. Encore une fois, 97 % de la production du Mexique est exportée, donc 85 % aux États-Unis, 15 % en Union européenne et en Asie. Les États-Unis, c'est notre principale place où on veut exporter, et on regarde aussi du côté, bien sûr, européen et asiatique. Le Pérou, encore une fois, un nouveau joueur, qui est un joueur important sur le marché du frais à cause de son coût de main-d'œuvre. Donc, au cours des récentes années, le Pérou a planté en moyenne 4 hectares par jour. Donc, il y a 365 jours par année. Donc, ça finit par faire des surfaces à la fin de l'année. Le Pérou aura 2500 hectares en 2015 et 4000 hectares en 2016. Les exportations ont été multipliées par 4 depuis 2013 en volume, et en valeur, on est passé de 16 millions de dollars US en 2013 à 40 millions de dollars en 2015. Donc, ça fait du volume de plus sur les marchés internationaux. Le Maroc, donc on quitte l'Amérique du Sud, on s'en va de l'autre côté de l'Atlantique. Le Maroc veut occuper, il y a une fenêtre au niveau du marché européen. Le Chili termine fin février, l'Espagne mi-avril, donc il y a un trou à quelque part, et on veut occuper cette place-là. Donc, le Maroc prévoit produire 3 000 tonnes métriques en 2015, 7 000 tonnes métriques en 2017.
en l'espace de 2 ans, on va pratiquement plus que doubler, en fin de compte, notre niveau de production. La Chine, nos Chinois, je ne sais pas si vous êtes... en fait, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont mon âge et plus ici. On a tous acheté des Chinois dans mon temps. Sûrement qu'il y en a qui ont pris leur retraite dernièrement, qui ont investi dans le bleuet, parce que la Chine est passée de 260 hectares en 2005 à 10 259 hectares en 2008. Si on continue ce même rythme-là, en 2014, il y aura aux alentours de 30 000 hectares en bleuet. Ça, c'est la Chine. Bien sûr, la demande chinoise est en croissance, donc présentement, ils approvisionnent leur marché. Exactement comme lorsque j'ai fait une étude sur le marché mondial de la crevette, la production de crevettes était en croissance très forte au niveau de la Chine, et par contre, on approvisionnait notre marché chinois. Mais à un moment donné, la demande devient saturée et on commence à exporter ensuite. C'est ce qui s'est passé au niveau de la crevette. La Pologne, bon, on parle de 800 tonnes métriques pour une compagnie. Il y a une compagnie, la compagnie Polski Jagody, qui s'est installée avec 800 tonnes métriques de production. Et eux visent essentiellement le marché européen, le marché qui est en croissance. Un marché, bien sûr, qui est sûrement dans la visée de nos exportateurs. Donc, conclusion sur l'offre. Là, j'ai oublié de mettre le timer, je m'excuse, je vais perdre la notion du temps. Depuis 90, donc en résumé, depuis 90, la production mondiale a été multipliée par 4, et même un petit peu plus à l'échelle internationale. Ce n'est pas négligeable. C'est 4 fois plus de production depuis 1990. Depuis 2005, elle a presque doublé. Donc, la croissance de la production s'est accélérée dans les dernières années. La production, on l'a vu, a explosé dans certains pays tels le Chili. Et il y a des pays qui veulent se positionner, ils voient le Chili fonctionner, et ils veulent se positionner, ils ont pratiquement les mêmes possibilités, donc ils veulent eux aussi se positionner. Les exportations de bleuets augmenteront plus rapidement que la production au niveau mondial. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On fait du commerce de plus en plus. Donc, il y aura de plus en plus, en fin de compte, d'acteurs et de volumes sur le marché international. Les marchés sont fortement liés à cause du commerce international. De plus en plus, il y a des... Depuis, vous savez, il y a eu l'Uruguay Round, je crois, où il y a eu finalement des négociations où ça allait choper un peu. On s'est dit, bon, parfait, on est correct, il y aura libre-échange, ça va se stabiliser un petit peu. Au contraire, depuis ce temps-là, il y a eu une multitude d'ententes bilatérales qui se sont négociées au niveau international. On a un exemple avec l'Europe, avec le Corée. Donc, on négocie des ententes bilatérales parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, le commerce, l'entente de libre-échange, l'ouverture des frontières est de plus en plus présente. Le prix du bleuet sauvage sur la scène internationale est fortement influencé par le prix du bleuet en Caraïbes et les quantités produites. C'est ce qu'on a montré avec l'estimation qu'on a faite. Est-ce que ça va être en diminution? Peut-être. On va voir pourquoi tout à l'heure. Les États-Unis, le Canada et le Chili, pour l'instant, ont 95% de la production mondiale. Donc, les 3 principaux joueurs. Mais encore une fois, il y a des jeunes qui s'en viennent. Je vais vous parler de la canneberge. Je ne vais pas vous faire peur. La canneberge, le marché de la canneberge, en 2007, j'ai donné une conférence dans le centre du Québec à des producteurs de canneberge, dans le temps où la canneberge était à 80 quelques sous, le livre, mais même plus. Et en analysant finalement l'offre et la demande, et aussi les stratégies qui étaient prises par l'industrie, j'avais mentionné que ça va être disons-le comme ça va être un très gros défi à ce que les prix ne baissent pas. J'ai failli me faire arracher la tête. Ça a été une douche froide. Je ne dis pas que ça va vous arriver, mais si on regarde le côté de la canneberge, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le prix de la canneberge, bien sûr, on le sait, il est en forte baisse depuis 2013. Il y a quelques mois, j'étais en Nouvelle-Écosse et quelqu'un me dit qu'un producteur, avec un transformateur, en fait, avait tout simplement vidé ses entrepôts de canneberge, où il y avait de la canneberge, pour s'en débarrasser, pour finalement les remplacer par du bleuet. Donc, le prix de la canneberge s'était effondré totalement. Bien sûr, c'était le résultat d'une forte progression de l'offre. Et l'analyse qu'on avait faite le montrait. Le Québec, le Wisconsin, etc., la croissance, la production était très, très, très forte depuis les années 2000. Il y a eu des productions records aux États-Unis en 2013. Et bien sûr, tout ça, ça a généré une augmentation des inventaires. Voyez-vous, les inventaires reviennent. Donc, encore une fois, étant donné que les inventaires étaient très élevés, ça a empêché les prix de s'accroître. Parce que finalement, les inventaires, c'est une offre. C'est là. Et il faut que ça sorte à un moment donné.
Donc, l'offre de canneberge a surpassé la demande. Il y a eu, bien sûr, possiblement une mauvaise évaluation du marché, entre autres du jus. On a axé beaucoup le développement dans le jus de canneberge, qui était vu comme étant un produit très bon santé. Je ne sais pas si vous avez été voir votre médecin dernièrement. Moi, j'y étais, il y a environ 2 ans. J'y étais dernièrement, mais il y a 2 ans, elle m'a posé la question. Quand elle a vu mes taux de glycémie légèrement supérieurs à l'habitude, elle m'a demandé, êtes-vous un consommateur de jus de fruits? J'ai dit oui. Ben, elle dit, il va falloir cesser ça parce qu'il y a du sucre. Il y a trop de sucre. Oui, mais j'ai dit, je prends du sucre je prends des jus avec sucre non rajouté. Ça, c'est pas ça le problème. Il y a un taux de sucre trop élevé dans ces jus-là. Donc, finalement, on avait axé beaucoup sur le développement de ce marché-là, mais en même temps, il y a eu une conscientisation au niveau de la demande. C'est pas ça qui se passe au niveau du bleuet, heureusement. Heureusement, ce n'est pas du tout ça qui se passe au niveau du bleuet. Donc, c'est pour ça que je vous le disais, je ne veux pas vous faire peur. Mais, encore une fois, ça vous montre qu'avec finalement une bonne connaissance de la demande, une bonne connaissance de l'offre, on est capable finalement de voir un peu comment ça va se dérouler dans le futur. Si on regarde les autres fruits, on regarde en termes d'évolution de la production dans le monde, on a ici la canneberge, la framboise, le bleuet, la fraise. Pour la fraise, il faut multiplier par 10, donc c'est l'échelle de droite, parce que la production est très élevée, donc j'ai tout mis ça pour les comparer. Donc en termes de tendance, on a à peu près la même évolution au niveau de la production. Hein, ça se ressemble. Donc le bleuet, finalement, même s'il est sur la ligne du bas, connaît une croissance de la production que les autres connaissent, finalement. Donc, et c'est la canneberge là-dedans. Okay? Mais la canneberge, on sait que les prix se sont effondrés. Donc, encore une fois, la fameuse offre et demande. C'est pas très compliqué, c'est pas sorcier. Hein? Et en même temps, je n'ai pas de boule de cristal devant moi. Donc, bien sûr, on sait que l'offre mondiale va continuer de croître, c'est sûr. Parce qu'à partir du moment où on a installé des usines, où on a installé des surfaces en production, qui sont souvent générées parce que les prix sont bons, donc on investit là-dedans. Une fois qu'on a investi là-dedans, c'est là pour rester. Donc, la production va continuer, même si les prix baissent un peu. Donc, l'offre mondiale, à mon avis, va continuer de croître, et la demande aussi, heureusement. La demande va croître, selon moi. La grande question, c'est de savoir laquelle va être la plus forte. Le nerf de la guerre est là. Donc, si c'est la demande, les prix vont continuer de croître. Si c'est l'offre, les prix, finalement, vont diminuer. C'est clair. Donc, si l'offre augmente plus rapidement que la demande, on va avoir une baisse des prix. Si la demande augmente, donc, pas de problème. On va connaître ce qu'on a connu dans les années passées. On va au moins maintenir ou augmenter les prix. Mais, bien sûr, c'est un défi de plus en plus important. Pourquoi? Parce que sur la scène internationale, le monde n'est plus ce qu'il était dans les années 90, où on était très peu de joueurs. Aujourd'hui, il y a une très forte compétition. Donc, le défi, il est très grand si on veut maintenir ou augmenter les prix. Ça, c'est clair. Donc, bien sûr, pour augmenter la demande, on peut augmenter la demande per capita. Donc, essayez de vous convaincre, finalement, au lieu d'acheter 2 ou 3 casseaux de bleuets par semaine, d'en acheter 5, ce qui est peut-être un peu difficile. L'autre idée, c'est d'aller chercher des nouveaux marchés. Et finalement, Agriculture alimentaire Canada a montré que le consommateur type, en fin de compte, c'est un consommateur âgé, assez aisé au niveau financier et d'origine asiatique, principalement. C'est le consommateur type de bleuet. Donc, les marchés comme l'Asie, l'Europe, les marchés où on a finalement des consommateurs aisés au niveau financier sont intéressants. C'est là qu'il faut aller travailler. Au niveau, finalement, on sait que la croissance est maintenue au Canada et aux États-Unis au niveau de l'offre, et la croissance est très importante dans d'autres pays. Donc, on a ces deux, on a un balancier ici, laquelle, finalement, va primer, finalement. Si on regarde la demande, on a ici l'évolution de la demande canadienne. Donc, c'est très réconfortant parce que la demande, elle est très fortement en croissance. En 2000, aux États-Unis, on consommait 0,32 kg per capita. Canada, pratiquement 1 kg per capita en 2000. En 2009, 0,67 kg capita aux États-Unis et 2 kg canadiens. Donc, une très forte croissance au niveau de la demande. Et c'est ce qui a permis, en fin de compte, malgré le fait qu'on a eu une très forte augmentation de la production et de l'exportation, c'est ce qui a permis, en fin de compte, au prix de se maintenir. L'idée, c'était, encore une fois, le jeu de l'offre et de la demande. Si on regarde en termes de croissance, on a une croissance de la demande de 6 % entre 1990 et 2013, mais si on regarde les dernières années, de 9 % parce que le bleuet a une très bonne presse. Sortez les journaux, le bleuet a une excellente presse. Ça va très, très bien de ce côté-là. Donc, la demande, en fin de compte, ce qu'on voit là, c'est que la croissance est plus forte
que l'évolution de la production de façon générale. Et ça l'a permis d'augmenter. De plus, j'ai fait quelques petits tests et puis on voit que la demande est inélastique. Ça veut dire que même si on augmente un petit peu les prix, les gens ne diminueront pas tant que ça la consommation. Et lorsque les revenus augmentent, on consomme relativement plus de bleuets. Donc, c'est très positif en termes de comportement du consommateur vis-à-vis de ce produit-là. La demande est en croissance sur le marché de l'Europe, l'Asie, la Chine, Corée du Sud, États-Unis. Ce sont des marchés qui sont en croissance. Donc, c'est des bonnes nouvelles. J'ai fait une autre petite étude très, très sommaire. Je ne publierai pas ça dans un journal scientifique, mais ça donne quand même une indication. J'ai regardé, en fin de compte, l'impact de l'évolution du PIB. Les PIB, finalement, c'est la richesse du pays, l'évolution de la richesse du pays sur les croissances des importations. Aux États-Unis, lorsque le PIB augmente de 1 mais les importations de bleuets, en fin de compte, des Américains augmentent de 3 C'est énorme. Ramenez-vous maintenant dans la période de la crise, où les revenus ont baissé beaucoup aux États-Unis, donc ça a eu un impact énorme. On va le voir tout à l'heure au niveau d'un graphique sur les prix. France, un ratio de 2, Pays-Bas de 2, Autriche pratiquement 2, Canada 1,7 et Allemagne 0,7. Donc, à chaque fois finalement que la PIB augmente, dans ces pays-là, vous devriez être très heureux, en particulier la France, les Pays-Bas et l'Autriche, où vraiment il y a un effet d'entraînement très important, en fin de compte, suite à l'évolution du PIB. J'ai lu un petit rapport de Brazelton qui mentionne que, en fait, il y a 80 de la production mondiale qui est consommée en Amérique du Nord. Donc, c'est 400 millions de personnes. Mais 80 de la demande est là. Il mentionne qu'il y a 6 milliards de personnes sur Terre et que la moitié peut s'offrir ce produit. Donc, est-ce qu'on peut rêver et dire que finalement, donc on pourrait multiplier par, je suis très mauvais en maths, donc 3 milliards sur 4, ça fait quoi? Ça fait 8 ou à peu près 8. Est-ce qu'on peut multiplier la production, la demande par 8? Je ne pense pas que ce soit réaliste. Parce que la demande, il faut travailler très fort pour aller la chercher. Et les gens qui consomment présentement sont convaincus, et il y en a d'autres qui restent à convaincre. Donc, c'est très difficile, en fin de compte. Plus finalement la consommation augmente, plus c'est difficile relativement d'aller augmenter encore cette demande-là. Donc, ça serait utopique de penser que 3 milliards de personnes vont consommer ce qu'on consomme en moyenne aujourd'hui. Mais c'est quand même positif, c'est-à-dire qu'il reste des marchés à découvrir, l'Europe, l'Asie, etc. Je me suis amusé aussi à faire le lien entre les prix. On est souvent intéressé au prix. Hein? On parle souvent de cet élément-là. Donc ici, j'ai le prix au producteur versus le prix d'exportation au Québec. Ce sont des dollars réels. Il ne faut jamais travailler avec des dollars non déflatés parce que finalement, ce qu'on montre, c'est l'inflation. Donc, il faut enlever cette inflation-là pour comparer les dollars entre différentes années. Donc, on a, en fin de compte, dans la ligne bleue, c'est les prix d'exportation, donc les prix que les exportateurs reçoivent en moyenne sur les produits exportés. Et la ligne en bleu, finalement, c'est les prix que les producteurs reçoivent. C'est vos prix. Ça, c'est au Québec. La petite analyse que j'ai faite montre qu'au Québec, en moyenne, de 1999 à 2013, 1 de croissance des prix à l'exportation. Donc, lorsque le prix à l'exportation augmente de 1 ça se traduit par 1,4 du prix au producteur. Vous allez me dire, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Le transformateur reçoit, par exemple, 2 $ la livre. Le producteur reçoit, par exemple, 1 $ la livre. Donc, le pourcentage tient la route. En termes de sous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que donc un changement de prix d'exportation de 15 sous au prix d'exportation se traduit, en fin de compte, par une augmentation de 10 sous au niveau du producteur. Pourquoi ce n'est pas 15 sous? Pourquoi le producteur ne recevra pas 15 sous? Parce qu'il y a des coûts autres que le coût du bleuet dans la filière. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas directement en valeur absolue qui est transféré. Par contre, le pourcentage est intéressant, de 1 à 1,4. Ça, c'est les prix de janvier 2003 à septembre 2014. Donc, les prix mensuels d'exportation du bleuet sauvage et du bleuet cultivé. C'est ce genre de graphique-là que je vous dis qu'on pourrait en parler des heures. Par contre, l'important, c'est qu'il y a des outils économétriques qui nous permettent de déterminer, en fin de compte, dans cette série de prix-là, si on regarde ça, puis on dit, bon, bien qu'à voir, on voit bien qu'avant 2007, ça augmentait, etc., etc. Mais il y a des outils économétriques qui nous permettent de dire, est-ce qu'il y a eu des changements dans l'évolution des prix, finalement, dans la dynamique des prix, est-ce qu'il y a eu des changements qui viennent, en fin de compte, possiblement des changements économiques? Il y en a un en 2007. Février 2007, il y a eu une cassure, à quelque part. Les tendances ont changé au niveau des prix. C'est nos outils économétriques qui nous permettent de le dire. Il y en a un autre en janvier 2011. Il y en a eu un autre.
Donc, maintenant, on est capable de décortiquer, en fin de compte, 3 périodes. De janvier 2003 à 2014, il s'est passé quelque chose. Regardez la guerre en Irak, 2003. Comme avec les 10 minutes, merci, je vais accélérer. Guerre en Irak, 2003. Crise financière, 2008. Regardez les marchés. Je ne dis pas que c'est directement lié à la guerre en Irak ou au marché, mais il y a une coïncidence là. Donc, ce qu'on montre là-dedans, en fin de compte, et ça, je vais un peu accélérer parce que je veux passer aux autres acétates à la fin. L'essentiel de ce graphique-là, en fin de compte, montre que depuis 2007, le prix moyen d'exportation est plus élevé, et en dollars réels. Donc, finalement, c'est de plus en plus payant. C'est ce que ça veut dire, il faut le dire, pour le bleuet sauvage. Le bleuet en Caraïbes, depuis 2007, le prix moyen d'exportation est moins élevé. Pensez au développement du marché de bleuet en Caraïbes, ces marchés internationaux. On en voit un effet ici. Donc, en dollars réels, les prix du bleuet en Caraïbes sont moins élevés. Maintenant, pensez au modèle que j'ai estimé, où on sait qu'il y a un impact entre les deux. L'autre point important ici, c'est que depuis janvier 2011, il y a une tendance nulle dans le niveau des prix du bleuet sauvage. Donc, les prix sont relativement les mêmes depuis janvier 2011. Par contre, dans le bleuet en Caraïbes, depuis 2011, la tendance est à la baisse. Donc, non seulement les prix sont plus bas, mais ils sont à la baisse, tandis que nous, on a maintenu nos prix. Donc, à retenir. Encore une fois, on pourrait passer plusieurs moments à parler de ça. Ce qui est important, c'est qu'au Québec, depuis 2011, le Caraïbe, le marché du Caraïbe est plus risqué que le bleuet du sauvage. Il y a plus de risques, et c'est normal, il y a beaucoup plus de joueurs du côté du bleuet en Caraïbe. Et c'était le contraire avant. Avant, le bleuet sauvage était beaucoup plus risqué comme marché que le bleuet en Caraïbe. Maintenant, ces tendances-là se sont inversées depuis 2011. Donc, on voit les changements structurels qui ont eu lieu. Je vais passer cette étape-là. En fin de compte, ça montre la différence. En fait, je vais simplement parler de la dernière partie. Ça montre finalement les prix réels que les producteurs, c'est-à-dire ça, c'est le prix d'exportation que les exportateurs du reste du Canada, qu'on a ici, dans l'ellipse, reçoivent versus, en fin de compte, les prix que les producteurs du Québec reçoivent, c'est-à-dire les exportateurs du Québec reçoivent. Donc, un meilleur positionnement. On valorise mieux nos produits. C'est ce que ça veut dire. Et ça, depuis en fait, on prend les mêmes 3 périodes et on voit que depuis janvier 2011, on a complètement changé la dynamique. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Rappelez-vous, par contre, que les prix sont stabilisés et le bleuet en Caraïbes est en baisse et qu'il y a un effet entre les deux. À long terme, il va y avoir des effets. C'est moins risqué au Québec que le reste du Canada. Donc, des prix plus élevés avec un risque moindre. Pourquoi? Parce que probablement qu'on a trouvé finalement, et heureusement pour l'ensemble des producteurs et l'ensemble de l'industrie, on a réussi finalement à trouver dans cette mer de bleuets qu'on a au niveau international, des niches intéressantes qui nous sécurisent un peu. Donc, bravo, en fin de compte, au travail qui a été fait pour trouver ces niches-là. Et bien sûr, dans cette figure-là, on peut très bien voir l'impact du bleuet en Caraïbes, possiblement. Si on positionne mal notre bleuet et qu'on compétitionne trop avec le bleuet en Caraïbes, c'est sûr qu'on va en subir les conséquences. Donc, probablement qu'il y a un impact au niveau du bleuet en Caraïbes et qu'il y a une stratégie à développer. Au niveau des inventaires, vous voyez l'évolution ici. Donc, encore une fois, je vais aller assez rapidement. De 1998 à 2006, les inventaires étaient relativement stables d'une année à l'autre, dans la période avant 2006. Par contre, depuis 2007, les inventaires sont en forte croissance, de 6 millions dans toute la période, 11 millions par année depuis 2007. Souvenez-vous que je vous dis que les inventaires avaient un impact sur le prix du bleuet en Caraïbes, prix du bleuet au Maine, prix du bleuet au Québec. Donc, regardez la figure, depuis 2007, où la barre rouge, on a finalement un changement structurel qui s'est établi sur le marché. L'autre changement structurel, regardez, en Argentine, donc j'ai pris ça dans les journaux, les producteurs de cerises de l'Argentine protestent parce qu'ils n'ont pas de marché. Les producteurs de poires, même chose. C'est l'Argentine. On a dit tout à l'heure que l'Argentine est en train de se positionner dans le bleuet, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a des producteurs là qui ont des terrains, ils ont de la machinerie, puis ils veulent produire, puis ils veulent avoir des revenus. Puis ils voient le prix du bleuet qui est quand même très bon par rapport à ces produits-là. Donc, est-ce que finalement, on va voir encore d'autres producteurs s'établir dans ces productions-là? Probablement. Il y a des substituts, entre autres le Rubel, qui finalement, la stratégie de positionnement, on dit c'est un bleuet sauvage avec un très haut d'antioxydants, même positionnement que le bleuet sauvage. Donc, il y a des compétiteurs, même dans le bleuet en Caraïbes. Donc, que retenir? Très rapidement, que les marchés, finalement, sont en forte évolution, que la demande est en croissance.
que la concurrence se positionne sur plusieurs marchés, et souvent sur les marchés finalement que nous aussi on vise. Puis, il est à prévoir que certains pays vont se tourner vers le marché congelé de plus en plus. 5 minutes. OK. Parlons de vision. Je pense que je vais y arriver. Vision. Donc, à l'avenir, c'est ma perception des choses. Hein. C'est mon analyse à moi, faite de façon très objective. À l'avenir, je pense qu'il faut penser à l'extérieur de la boîte et penser à la coordination optimale de la filière. J'en parle souvent. Laurie est ici. Je lui ai enseigné. Je leur ai donné quelques heures au niveau de la connaissance, au niveau de la coordination de filière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et je pense que de plus en plus, il va falloir qu'on pense à ça et qu'on s'enligne vers ça. Donc, il faut penser un peu en l'extérieur de la boîte parce qu'on est sur un marché de plus en plus compétitif. Et on a un produit unique, il faut le valoriser. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, parce que si on ne le fait pas, c'est sûr que les compétiteurs vont le faire. Donc, encore une fois, il faut penser innovation. Je vais vous montrer quelques petites images. Qui aurait pensé, il y a quelques années, qu'un robot pouvait cueillir des piments? Des piments? Des poivrons, pardon. Des poivrons dans les serres. C'est un robot qui le cueille. Qui aurait pensé que finalement, que les producteurs de fraises feraient leur gestion de maladies avec leur iPhone? Qui aurait pensé que dans le secteur acéricole, il y a des chercheurs qui mettront au point ni plus ni moins qu'une pompe à sirop d'érable, où on coupe l'arbre environ à 3 ou 4 pouces, qu'on installe cette pompe-là et qu'on multiplie par 10 la production de sirop d'érable. C'est en train de se faire au Vermont. Pourquoi? Parce que les prix ont augmenté au sirop d'érable. Le Québec, on a mis en place un système qui a fait en sorte que les prix ont augmenté, ça a stimulé la production extérieure. C'est ce qui se passe présentement, l'innovation. Qui aurait pu penser finalement que quand je mange ma fraise, moi, comme consommateur, je peux prendre mon iPhone, zoomer sur un logo qui est sur le paquet et dire finalement, ah, voilà, j'ai la photo du producteur, puis je vois ses champs, puis je vois quel moment que ça a été cueilli et d'où ça vient, etc. Qui aurait pensé que on pourrait être dans un... J'ai travaillé avec des producteurs laitiers la semaine dernière, où finalement, il y en a qui me disaient, ben moi, le dimanche soir passé, j'étais au restaurant à Trois-Rivières avec des amis, et j'avais mon iPhone, puis je regardais finalement la traite de mes vaches. C'est un robot. Des vaches attachées, un robot se promène 24 heures. Qui aurait pensé à ça il y a 20 ans, 30 ans? Qui aurait pensé, et ça, j'aurais aimé avoir une photo qui me représente, parce qu'à l'âge de 8 ans, 10 ans, j'étais dans le champ de bleuets, c'était exactement comme ça, avec le crib puis la moissonneuse, pour ramasser le bleuet. Qui aurait pensé à ce moment-là qu'aujourd'hui, on ramasserait le bleuet avec une machine, puis on serait assis, on multiplierait par 10, 15, 20, 30 et même 40 fois le volume de bleuet produit par personne de l'époque? Qui aurait pensé à ça il y a 20, 25, 30 ans? Qui aurait pensé à ça? C'est pas moi qui le dis, René Girard, je ne veux pas partir de polémique, pour qui est le père de la machine à récolter, je l'ai pris dans le journal, le quotidien. Donc, c'est la source. Mais je ne pars pas de polémique. Donc, ce que je vous propose, finalement, c'est avoir le titre de la conférence, le titre de la journée, une vision globale pour une production durable. Production durable, en fait, on a souvent l'habitude de dire, bon, mais finalement, c'est de s'assurer que nos générations futures vont pouvoir profiter de ce qu'on a le plus longtemps possible. Oui, c'est correct, mais il faut aussi passer à où voulons-nous être dans 20, 30 et 40 ans. 1967, quand j'étais dans le champ de bleuets chez nous, j'ai demandé à mon père, moi je suis tanné de ramasser la moissonneuse, mon père m'avait répondu, Rémi, ça va toujours être comme ça, jamais qu'on pourra avoir une machine pour ramasser ça. Oublie ça. Ça fait 50 ans. Donc, dans 25, 30 ans, on va être où? Il faut être capable de l'envisager. Donc, ce que je vous propose, finalement, c'est un petit jeu. Le jeu Futur possible et conséquences. Futur possible, compétition internationale continue de croître. C'est-tu possible, oui ou non? Probablement. Moi, je vous le dis, ça va continuer. Quelle sera la conséquence sur l'offre? L'offre va continuer à augmenter. Bien sûr, le corollaire de ça, si l'offre augmente, il y a deux choses possibles, futur possible. La demande s'essouffle, la demande continue de croître. Conséquence, les prix vont diminuer ou encore ils vont augmenter. C'est sûr. C'est pas sorcier. Hein? Ça ne prend pas un doctorat pour ça. Là. Tout le monde peut comprendre ça. Maintenant, le futur possible de ça. Puis c'est quoi les conséquences? Si les prix augmentent ou si les prix diminuent? Je vais vous dire que pour moi, ça n'a pas d'importance. Peu importe le futur des prix, d'après moi, les conséquences vont être les mêmes. Parce qu'on est dans une industrie qui s'internationalise. Il y a des compétiteurs. Il y a une tendance naturelle. Il y a une tendance naturelle. Parce que le prix en soi, ça ne veut rien dire. Sinon, il n'y aurait pas de Ferrari sur les routes, il n'y aurait pas de Rolls-Royce, il n'y aurait que des Lada, finalement, si le prix avait une importance. Le prix n'a pas d'importance. C'est aussi qu'il faut travailler, en fin de compte, sur les profits. Donc, c'est les profits qui comptent, et en particulier, et là, je pourrais vous en parler longtemps, au niveau des coûts, les coûts de production. On peut très bien avoir des prix qui baissent si nos coûts de production sont en proportion plus grande en décroissance.
nos profits vont augmenter, ce n'est pas un problème. Donc, les conséquences que je vous parlais tout à l'heure, je pense qu'on va assister à une concentration de l'industrie de la transformation. Parce que je ne connais pas beaucoup le système de transformation. Je ne veux pas dire que je suis un spécialiste là-dedans, mais selon moi, il y a des économies d'échelle. Donc, plus finalement l'usine est grosse, plus ça coûte moins cher à la livre pour la transformer. Selon moi, il y a des économies de taille. Si c'est le cas, c'est possible qu'il y ait un pouvoir local, un pouvoir de marché qui se développe localement. Mais dans l'état actuel des choses, où le marché est ouvert, très honnêtement, je ne pense pas que ça puisse durer très longtemps, parce que la compétition, elle est là. Ça va amener une rationalisation de l'industrie. Est-ce qu'on aura une diminution des usines? Peut-être, dépendamment. Et encore une fois, je ne connais pas assez le marché. Est-ce qu'on peut transporter le bleuet et le faire congeler à des kilomètres plus loin? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Si on ne peut pas le transporter très loin, la diminution d'usines va être moins importante. Mais si on peut concentrer à un endroit et avoir des économies de taille, parce que le transport ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas tellement cher, relativement. Donc, on peut penser qu'il va y avoir une relocalisation de la transformation. Et le principal point, c'est les centres de décision. Même s'il y a des usines qui demeurent au Québec, s'il y a une restructuration de l'industrie, une concentration du pouvoir, etc., moi, j'aimerais bien que la décision se prenne au Québec, sinon au Lac-Saint-Jean, que les centres de décision soient ici. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir dans le futur? Donc, c'est des questions que je pose. Et pour ça, si on veut vraiment arriver à voir qu'est-ce qui va arriver et comment on veut être dans 10, 15 ou 20 ans, donc avoir cette vision-là, faire de la prospective, donc futur possible et conséquences, encore une fois, je vous amène sur la coordination optimale de la filière, on n'en sortira pas. Donc, l'idée, c'est de savoir où va être localisé le leadership de l'industrie. Est-ce qu'il va être au Maine? Est-ce qu'il va être en Nouvelle-Écosse? Est-ce qu'il va être au Québec? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant parce que ça dépend vraiment des stratégies de chacun des acteurs. Le principal point, et que je vais terminer avec ça, merci, les trois pouvoirs. Il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir économique, puis un pouvoir commercial. Pouvoir politique, pouvoir économique, je pense qu'au Québec, on a réussi finalement à avoir ces pouvoirs-là. Au niveau politique, les organisations qu'on a, on est bien positionné. Qu'on pense à l'UPA, qu'on pense au regroupement des industriels, etc., on a un certain pouvoir économique. Et l'exemple, c'est l'étude qui a été faite sur justement l'impact économique. C'est pour justement développer un de ces pouvoirs politiques-là. C'est fait pour ça. Pouvoir économique, les fonds de la FTQ, l'argent, s'il y a un investissement profitable à faire, l'argent, il est là quelque part. Du moins, c'est ce qu'on m'a toujours dit par des financiers avec qui je travaille. Le gros problème, c'est le commercial. Le pouvoir commercial. Le pouvoir commercial, c'est la demande. C'est la segmentation des marchés, c'est la gestion de la chaîne de valeur. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Si on ne réussit pas ça, même si on a les deux autres, on ne réussira pas à garder, en fin de compte, un leadership de l'industrie. Je voulais vous parler de la chaîne de valeur, mais je vais minimiser cette partie-là. La chaîne de valeur, en fin de compte, qui montre comment, en fin de compte, les activités se travaillent. Je pourrais en faire un sujet de bulletin. Je pense que ça pourrait être très bien approprié. Donc, la vision, on a travaillé sur la vision de l'industrie. Très rapidement, c'est le secteur québécois des bleuets sauvages. C'est un leader mondial dans son domaine. Il contribue significativement à la croissance économique durable des régions du Québec dans son ensemble. Ça, c'est la vision, finalement, avec qui j'ai travaillé, que j'ai eu le plaisir de travailler avec vos représentants pour développer ça avec Gilbert Lavoie, pour travailler, finalement, avec vous pour mettre ça d'avant. C'est une très belle vision. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est cohérent avec les actions? Quand on a une vision, quand une industrie ou une entreprise a une vision, on veut être là dans 10 ans, bien, les actions qu'on entreprend, il faut être cohérent avec cette vision-là. La question qu'on pose maintenant, est-ce qu'on est cohérent? Je ne pose pas de jugement. Je fais simplement poser la question. Encore une fois, en terminant, être bon, ce n'est pas suffisant. Il faut être les meilleurs. Être prospectif. Jouer au futur possible et conséquences. Je vous invite à le faire. La différence c'est ce qui va faire la différence entre agir et planifier pour l'avenir ou subir les conséquences. C'est clair. 3 mots-clés, coordination, innovation et transparence. Les compétiteurs, vos compétiteurs, ça me surprendrait beaucoup qu'ils soient ici, assis dans cette salle-ci présentement. Ils sont ailleurs, vos compétiteurs. De plus en plus, avec l'ouverture des marchés, les filières doivent se coordonner. Et pour une bonne coordination, ça prend de la transparence, ça prend de la confiance et ça prend de l'innovation. Il faut travailler sur ces mots-clés-là. C'est là-dessus que l'industrie va gagner, à mon point de vue.
Et encore une fois, c'est dit de façon très objective parce que pour moi, l'industrie du bleuet du Québec doit être gardée finalement sa vision telle qu'elle est là, et aussi l'atteindre, cette vision-là. Donc, bien sûr, on dit une vision, c'est un rêve, etc. On ne l'atteint pas vraiment jamais, mais au moins, on tend vers ça. Donc, on doit aller vers cette vision-là. Je finis avec une petite plug du réseau mondial d'innovation dont je suis un des responsables à l'INAF, à l'Université Laval. On s'est associé, en fin de compte, avec plusieurs universités et des grands groupes internationaux. Dans les Pays-Bas, Maastricht, l'Université Davis, les HEC de Montréal, l'Université de Bordeaux. On a mis en place finalement une formation de 2, 3 ou 4 jours. Ça coûte des sous. Hein? Les entreprises payent entre 12 000 et 15 000 pour assister à ces 3 jours-là, 3-4 jours. Par contre, les personnes qui sont en avant, ce n'est pas des Rémi Lambert. Ce n'est pas moi qui est là. Pas du tout. On ne chargera pas 12 000 $ pour ça. C'est des gens, c'est des leaders, c'est des visionnaires de partout dans le monde. Les grands, finalement, qui ont fondé des entreprises, des empires, c'est ces personnes-là qu'on amène. Et pendant 2 jours, 3 jours, ces gens-là sont à la disponibilité des transformateurs, des industriels, des transformateurs, des producteurs, ceux qui veulent être là. Présentement, notre cohorte de l'automne est complète. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. On a des lettres d'engagement que ces personnes-là vont être là, ils vont investir et ils veulent être présents. Puis ce n'est pas des petites entreprises, ce n'est pas des très grandes entreprises, c'est des entreprises de moyenne taille, etc., qui veulent, en fin de compte, innover et qui veulent mieux comprendre les marchés et comment faire les affaires, comment mieux se coordonner. Je termine avec ça, encore une fois, avec une photo de moi et de mon fils qui vient de terminer sa corde de bois, qui en était très fier. Merci.